On a l'immense plaisir de vous recevoir, trois amis en quête de sagesse, Christophe André, Alexandre Julien, Mathieu Ricard, un bouquin dont tout le monde parle en ce moment à l'Iconoclaste à la réédition. J'imagine, Mathieu Ricard, que dans vos montagnes du Népal, ça vous passe un peu au-dessus, ce dont on vient de parler. Emmanuel Macron, des demande, moi je m'occupe beaucoup de projets humanitaires, donc on me demande vous êtes de droite ou de gauche, je dis moi je suis tout rond, donc ça résout la question. Alors, vous vous êtes retrouvés, trois amis, dans une maison dans le Périgord, au coin du feu, à faire des balades dans les bois, j'imagine à bien manger aussi. Vous dites, la question n'est pas de donner des conseils sur la sagesse ou le bien vivre, des leçons. C'est quoi? C'est un livre de conversation? Si vous voulez, il y a quand même des idées qui nous ont été très chères toute notre vie, qui nous ont fait du bien. Et on avait aussi pu observer, en regardant les autres, que souvent les gens, quand ils se sentent bien dans leur peau, c'est ce genre d'approche qui leur fait du bien. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on a démarré, quoi. Allez-y. Oui. L'idée était de prolonger le plaisir qu'on a depuis une quinzaine d'années, que nous nous connaissons dans nos discussions, dans le partage de nos regards, de le prolonger par un travail qui puisse être utile à d'autres personnes. Et c'est vrai que nous avons en gros les mêmes valeurs, les mêmes visions sur ce qui est bon pour l'être humain, mais avec des regards différents. Le regard d'un philosophe n'est pas celui d'un moine, qui n'est pas celui d'un médecin. Et au fond, prendre tous ces sujets que nous abordons dans le livre, qui ont à voir avec la sagesse en général, avec nos trois regards différents, nous a semblé peut-être pouvoir intéresser quelques lecteurs. Alexandre Julien, vous qui êtes philosophe. Oui, je crois que réhabiliter des valeurs communes comme la générosité, l'altruisme, à l'heure d'un individualisme qui sème un peu partout la frayeur et beaucoup de dégâts, c'est faire œuvre utile et rappeler que la solidarité, elle est là en attendant, et aux journaux télévisés, c'est un peu votre boulot de mettre en avant ce qui va mal. On raconte beaucoup d'horreurs, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, et parmi ça, il y a la solidarité qui est toujours possible. Mais est-ce que c'est pas aussi, allez, question de journaliste, un peu facile quand vous êtes dans des montagnes ou bien devant vous, je sais pas, devant une forêt, etc., de philosopher, de rechercher la sagesse? Quand on me dit ça me fait rigoler. Allez-y. Moi, je sors du Népal où il y a eu 2 tremblements de terre, des inondations, l'Inde a bloqué les frontières. Les gens, ils font la queue, non pas pour aller acheter des sacs de produits de luxe, mais pour avoir du kérosène pour nourrir leur famille. On a des coupures d'électricité 16 heures par jour. On vit dans des conditions beaucoup plus rudes. Et quand on dit se faire des idées qui font du bien, c'est pas se mettre dans un petit cocon confortable et se dire, voilà, tout va bien, mon cher, dans un spa intellectuel ou spirituel. C'est comment gérer justement la solidarité, comment faire face à la haine, comment... C'est pas se faire du bien dans le sens de que toute une atmosphère ouatée et anesthésiée, c'est aller au cœur de la réalité. Forte attaque contre la société de consommation d'ailleurs, avec ces faux biens. C'est pas une attaque, c'est que si on sait très bien, toutes les études sociologiques l'ont montré, que si on place tous nos espoirs et nos craintes à l'extérieur nous-mêmes, notamment dans les possessions, l'image et tout ça, ça vous rend pas heureux, vous n'êtes pas en meilleure santé. Donc si vous voulez, il faut mettre l'accent sur les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, la qualité des relations humaines, la solidarité, trouver une certaine, en soi-même les ressources pour gérer les hauts et les bas de l'existence. Donc c'est pas bisounours comme on nous dit parfois. Mais tout dans notre société actuelle concourt un peu au contraire. Oui, ben justement. C'est pour ça qu'on est là. Donc, manuel de savoir-vivre. Oui, l'énorme erreur que nous commettons, c'est de survaloriser le fait d'avoir du ressentiment, de la colère, comme si c'était le seul moyen, au fond, la révolte, la colère, l'énervement, le fait d'être scandalisé, le seul moyen de changer le monde. Il y a aussi l'altruisme, il y a aussi l'enthousiasme, il y a aussi la solidarité qui sont des valeurs positives, qui sont des émotions positives. Et ce sont celles-ci que nous défendons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas d'action politique, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas de temps en temps pousser des coups de gueule, mais si on ne fait que ça, eh bien, il va manquer l'essentiel, c'est-à-dire le ciment, la motivation, le lien entre les humains pour que ce monde bouge et change favorablement. Comment il existe ce ciment alors qu'on est une société qui vit un peu par procuration devant sa télévision, à écouter les politiques, à voir le monde, c'est le village, mais dont on est très loin?
Mais justement, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie donnent peut-être l'illusion qu'il y a un lien. Mais Faux amis. on a peut-être pas faux amis, mais par définition, amis virtuels qui est vraiment à côté de nous le jour où on traverse un Un obstacle. vrai souci. Et je suis étonné, c'est des gestes tout bêtes, être attentif à l'autre quand on prend le métro, c'est très concret. Comment on fait attention à l'autre quand on est dans une société où des gamins de 15-20 ans vont tuer l'autre au nom d'Allah? Justement, si on faisait plus attention à l'autre, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on aurait fait attention aux conditions, au terreau qui amenait à ça. Parce que quand ils avaient 4 ans, l'idéal de leur vie, ce n'était pas de couper la tête des gens. Donc il s'est passé quelque chose. Donc comprendre la sagesse, c'est aussi comprendre les tenants et les aboutissants qui mènent à des génocides, qui mènent à du terrorisme, qui mènent à ces défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par exemple, comment on fait pour les réhabiliter, ces jeunes? Alors, il y a deux temps différents. Il y a le temps immédiat. Ces jeunes ont tué, ont assassiné, sont en fuite. Effectivement, c'est certainement pas en lisant notre livre. Mais vous dites qu'ils aussi qu'il vont faut les changer. comprendre. Et il y a le temps long, c'est-à-dire il y a d'une part, comme dit Mathieu, le fait de bien se dire qu'en répondant à la violence par la violence, à la haine par la haine, on ne fait que tout aggraver, et le fait de se dire aussi que plus il y a d'actes semblables de jeunes gens perdus, de jeunes gens violents dans une société, plus tous les autres citoyens ont intérêt à être amicaux, solidaires, bienveillants, éventuellement les comprendre. Ça Même ne veut avec 120 morts en plein Paris, de jeunes qui buvaient un verre au terrasses Ça des ne veut cafés. pas dire, mais toutes ces valeurs positives que nous prenons ne signifient pas qu'il faille renoncer à des actes de police, à des actes de justice. Ça veut dire que si une société ne fonctionne qu'en punissant et qu'en incarcérant, elle est foutue. Il faut qu'à côté de ce travail nécessaire, les valeurs de solidarité, d'altruisme, de partage soient de plus en plus fortes. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai le sentiment qu'avec Non, mais la attendez, récente... ces jeunes, ils sont récupérables pour vous? Ils sont probablement récupérables. Probablement récupérables. Seuls eux peuvent le décider. Par contre, nous avons la responsabilité, tous, d'éteindre cette propagation et cet incendie. Il y a toujours un potentiel. Quand on voit des histoires, justement, de gens qui ont commis des crimes horribles et qui ont passé parfois 20 ans en prison, à quel point ils peuvent incroyablement changer. Après, quand ils sont libérés, notamment aux États-Unis, aller voir les jeunes des gangs, leur partager leur expérience, les aider à ne pas tomber dans le même panneau. Et comprendre, c'est essentiel. Je me rappelle ce massacre qu'il y a eu en Norvège sur une île. Le commissaire de police qui était en charge, il dit, nous, on ne tape pas sur la table en disant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» On essaie de comprendre, parce que si on comprend, on peut prévenir. Vous partez en guerre également contre l'ego qui apparemment nous fiche tout par terre. Hein? C'est un peu, un peu simpliste. On a tous forcément une personne. Hein, nous avons une histoire. J'existe, j'ai chaud, j'ai froid, je suis heureux, je suis de mauvaise humeur. Mais l'idée de s'agripper et de gonfler comme un ballon de baudruche, le sentiment exacerbé de l'importance de soi, moi, du matin au soir, en gros, ça peut nous rendre misérables. Ça et fait rend la vie avancer misérable aussi à autrui. l'ego. Un Napoléon sans ego, qu'est-ce qu'il aurait fait? Remarquez, Il aurait la peut-être philosophie qu'il a fait des milliers de morts aussi. La chair à canon. Non, mais vous savez, l'ego, c'est pas juste, enfin, c'est penser à soi, mais c'est par exemple être sûr qu'on a raison. Les jeunes gens dont vous parlez sont sûrs d'avoir raison. Et qu'au nom de cette certitude, ils peuvent tuer. Déballonner son ego, le déboursoufler un petit peu, ça veut dire j'ai peut-être pas raison, peut-être que j'ai intérêt à écouter ce que me disent les gens, peut-être que j'ai intérêt à comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est en ce sens qu'on essaie de dire non pas renoncez à votre ego, devenez des moins que rien, mais c'est lâcher un petit peu ce que les Américains appellent quiet ego, c'est-à-dire un ego tranquille. On a sa personnalité, mais elle n'est pas sans arrêt en train de dire moi j'ai raison, moi j'ai ce statut, etc., etc. C'est ça le boulot qu'on essaie de promouvoir. Là-dessus, sur l'ego? Mais ça paraît lointain, idéal, alors que c'est concret. Dans quelle mesure je donne sa juste place à l'autre? Dans quelle mesure je respecte une opinion qui va contre la mienne? Dans quelle mesure j'essaie d'être un peu plus solidaire? C'est des choses directement pratiques dans la vie quotidienne. Est-ce que le monde vous donne l'impression d'aller vers un mieux ou pas du tout?
Alors ça, c'est un des grands sujets de Mathieu. Je vais le laisser vous répondre. Si vous voulez, la banalité du bien, on a parlé de la banalité du mal dans le passé, la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Mais il y a un proverbe très beau qui dit « Un arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit qu'un millier d'arbres qui poussent ». Donc on a tendance toujours à être attiré ou plus ou moins interpellé. Il se passe toujours quelque chose de terrible sur la planète à un moment donné. Et on ne voit pas le million d'ONG qui font des choses formidables. Nous-mêmes, on ne parle pas des trains qui partent à l'heure. Hein. Ça, vous avez 100 personnes qui coopèrent pour aider des personnes âgées, ça ne fera pas les nouvelles de votre journal. Il y en a une d'entre elles qui va cambrioler une banque, elle assure qu'elle aura son heure de gloire. Non? Oui, et l'heure, faut quand même le dire, est assez au cynisme. On a l'impression d'exister quand il y a un bouc émissaire, quand il y a quelqu'un, c'est les forces réactives nietzschéennes, et on peut être très ouvert à l'autre tout en trouvant inacceptable que l'on décide que l'on peut zigouiller une personne humaine comme ça d'un tour de bras. Et l'acceptation, la tolérance, c'est pas du laxisme moral, au contraire. Et c'est ce qu'il faut retenir et qu'on retient dans votre livre. 3 amis en quête de sagesse. Vous repartez dans vos montagnes juste après toute cette promo, Mathieu Ricard. Je dois m'occuper de mes projets humanitaires, c'est du concret. Aider 200 000 victimes de tremblements de terre dans 600 villages, et il y a du boulot. Merci à vous 3. 3 amis en quête de sagesse chez l'Iconoclaste, Alary Édition. Tout de suite, le journal de 17h sur LCI.